Bonjour à tous, nous sommes en direct. Merci d'être parmi nous pour cette nouvelle web découverte. Balance ton ou ta PN, pervers narcissique. Et pour parler de ce sujet, j'accueille une nouvelle fois votre Roméo Cournal international. Merci de lui faire une ovation. Bonjour Roméo. Bonsoir, bonsoir Estelle, bonsoir à toutes et à tous. Je suis moi aussi très heureux de vous retrouver tous, surtout sur ce sujet. Super, alors aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique et c'est un sujet qui est souvent abordé, même par les personnes qui n'ont pas été confrontées à ce type de situation. C'est devenu un peu un lieu commun. J'irais même jusqu'à dire que lorsqu'une personne se sent malmenée, on a vite fait d'accuser l'autre de pervers narcissique ou perverse narcissique. Et pour pouvoir lever le voile sur ce thème, j'invite donc Roméo Cournal à nous en parler, car il est formateur en neurosciences, praticien en thérapie brève et coach intuitif, et il a accompagné des milliers de personnes à l'international à sortir de ce type de schéma relationnel. Donc, sa position est assez marginale sur le sujet, mais elle est recommandée même auprès des universitaires. Donc, on est bien content de pouvoir s'entretenir de ce sujet avec lui. Oui, complètement. Alors, l'idée, c'est que la promesse, effectivement, que je fais, et la garantie que je fais à toutes les personnes qui participeront à cet atelier, c'est qu'effectivement, à la fin de cet atelier, elles seront devenues des personnes qui sont hermétiques aux relations toxiques. Et bien évidemment, surtout, à la perversion narcissique, puisque la perversion narcissique, en réalité, c'est le paroxysme de la toxicité relationnelle. Mais, et on va en parler aujourd'hui, la perversion narcissique, en fait, est un schéma relationnel. Et qui dit schéma relationnel dit que le schéma est entretenu par les deux interlocuteurs. Enfin, s'il y en a plusieurs, ils sont entretenus par tous les interlocuteurs. L'idée, c'est que pour se défaire justement de la perversion narcissique, il convient de mettre en œuvre des modifications à l'intérieur de soi. Alors, je sais, tu as dit que mon positionnement est marginal parce que sur Internet, on voit plein de gens qui vous apprennent à gérer les pervers narcissiques, qui vous apprennent même à les éviter ou quoi que ce soit. Mais le fait est que si vous avez à les gérer, si vous avez à les éviter, si vous avez à les contre-manipuler, ce qui est encore pire, ça veut dire qu'ils sont dans votre vie. Moi, ma promesse, c'est qu'ils ne viendront plus dans votre vie. Et je sais ce que je dis. Roméo. Oui. Dis-moi. Alors, balance ton ou ta PN. Oui, c'est vrai que on parle souvent des hommes, mais il y a des femmes perverses narcissiques également. Oui, il y en a. Alors, on va pouvoir expliquer en détail en quoi consiste cette appellation. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une pathologie reconnue? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que voilà, est-ce qu'on en guérit? Moi, j'ai toujours entendu dire que les personnes perverses narcissiques ne pouvaient pas en guérir. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet. Et puis, bien sûr, nous aurons bien toutes les questions de nos participants. Voilà. Alors, on va, en bon pédagogue que je suis, je vais commencer par la définition. Qu'est-ce que... J'étais sûre. Oui, on se refait pas. Tu commences à bien me connaître. Qu'est-ce que la perversion narcissique? Encore une fois, je définis la perversion narcissique et non pas tant le pervers narcissique. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais définir le pervers narcissique et vous allez vous rendre compte que les deux définitions se chevauchent. La perversion narcissique est un schéma relationnel dans lequel l'un et l'autre, j'ai bien dit l'un et l'autre, usent de perversion pour se garantir l'attention de l'autre. L'un et l'autre usent de perversion pour se garantir l'attention. Je n'ai pas dit l'affection, parce qu'un cerveau n'a pas besoin d'affection. Je n'ai pas dit l'amour, je n'ai pas dit la reconnaissance, j'ai dit l'attention. D'accord? Alors, il se trouve que en matière de biologie, l'attention la plus importante que l'on puisse obtenir de quelqu'un, c'est la violence. Qu'elle soit psychologique, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique,
vous n'aurez jamais autant d'attention de quelqu'un que sa violence. D'accord? Donc, ça, c'est ma définition qui m'est propre. Mais du coup, je vais passer par la définition qu'on voit, la définition que l'on voit dans les dictionnaires ou qu'on voit je ne sais où, en fait. Parce que en vrai, lorsque je regarde, je cherche, je sais pas, dans les dictionnaires, sur Internet ou voilà, même dans des sites de santé, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'un pervers narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Et c'est là que je vais dire tout de suite que c'est exactement ce que fait la victime de pervers narcissique. La victime du PN, en fait, a une image dévalorisante d'elle-même et se valorise, en fait, en rabaissant l'autre, c'est-à-dire son PN préféré, son bourreau. D'accord? Donc, vous voyez bien que les deux définitions, finalement, se rejoignent, en vrai. La perversion narcissique est bel et bien un schéma relationnel. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne peut y en avoir qu'un seul. S'il y a perversion narcissique, il y a deux pervers narcissiques. Il y a un bourreau et une victime. Mais les deux sont des pervers narcissiques. Alors, je sais bien, et c'est pour ça qu'effectivement, ça surprend, ça choque. Donc, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que si votre mari est un pervers narcissique, si votre femme est une perverse narcissique, si votre patron est un pervers narcissique, si votre belle-mère est un pervers narcissique, si votre ex est un pervers narcissique, si votre maîtresse est une perverse narcissique, bonne nouvelle, vous l'êtes aussi. Et j'ai bien dit bonne nouvelle. Et je vais vous dire un truc. Restez avec nous. Alors justement, c'est précisément si vous avez envie de fuir que vous avez tout intérêt non seulement à rester pendant cette heure avec nous, mais vous avez déjà intérêt à vous inscrire sur l'atelier parce que je vais vous expliquer précisément pourquoi. Dans une autre démarche ne vous permettra pas de vous en sortir. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on a parlé, il y a un genre de hype, en fait, derrière tout ça. Il y a un genre d'où, effectivement, on a tendance à dire, ouais, mon ex, c'était ça. Dès qu'on veut justement dévaloriser quelqu'un, on dit que c'est un pervers narcissique. C'est tellement plus simple. Mais je veux aussi dire par là que lorsqu'on dit que c'est un pervers narcissique, je n'ai jamais entendu personne prononcer cette phrase en disant c'est un pervers narcissique, mais c'est ma victime. J'ai toujours entendu des gens dire ça, des gens dire un tel est un pervers narcissique et c'est mon bourreau. Donc c'est moi la victime. Et lorsque l'on est victime, on a toujours une... en fait, c'est la raison que l'on a pour entrer en conflit. D'accord? Donc, la perversion narcissique est bel et bien ce schéma relationnel. Et si effectivement les victimes ont plus la cote, d'ailleurs quand on regarde bien, les victimes ont toujours la cote dans notre société, parce qu'on vit dans une société où la victimisation en fait nous fait bien voir. C'est toujours plus... On s'attire justement... C'est gratifiant. On s'attire justement l'attention. Regardez bien autour de vous lorsque vous dites ou lorsque vous entendez quelqu'un dire « Ah oui, mon mari est un PN, ma femme est un PN, mon patron est un PN », elle est en train justement de s'attirer votre attention. Elle est en train de s'attirer votre attention, votre temps cerveau disponible. Et pourquoi est-ce qu'en fait ces personnes s'attirent le temps cerveau disponible? Parce qu'elles en ont absolument besoin et qu'elles sont encore sous le coup de la blessure narcissique. C'est là qu'il faut qu'on en parle. La blessure narcissique, on est tous passés par là parce qu'on a tous reçu une éducation. La blessure narcissique est la peur de mourir par manque d'attention. D'accord? Peur de mourir par manque d'attention. Cette peur de mourir par manque d'attention, elle est totalement légitime et bien fondée dans les premières années de notre vie. On est tous passés par là parce que, effectivement, dans la civilisation dans laquelle on évolue, l'attention que l'on reçoit de nos autorités, particulièrement de nos parents, est indispensable pour notre survie biologique, bien évidemment, mais surtout dans la mesure où elle n'est pas gratuite. Elle n'est ni gratuite, ni comment je vais dire ça, ni gratuite, ni... Ah ben tiens, le mot m'échappe. Elle est ni gratuite, ni inconditionnelle. Voilà, très important. Elle n'est ni gratuite, ni inconditionnelle. Donc, pour la recevoir, il faut faire montre de certains comportements.
Ces comportements nous sont donnés par les fameux messages contraignants. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. D'accord? Donc ça se formate avec les parents. Complètement. Ça se formate avec les parents, l'éducation, la culture. En fait, même le conditionnement socio-éducatif et culturel. Notre conditionnement socio-éducatif et culturel nous dit comment on doit se comporter, ce qu'on doit, à quel moment est-ce qu'on doit être heureux, à quel moment est-ce qu'on ne doit pas l'être, nous dit même ce qu'on doit ressentir. Et surtout nous interdit de nous éloigner trop du cadre. D'accord? Et l'idée, c'est que cette blessure narcissique, donc, a déclenché son corollaire, qui est une compulsion comportementale à capter l'attention de l'autre, à garder l'attention de l'autre, à ne pas perdre l'attention de l'autre. Ce sont trois choses différentes. Même si ça a l'air proche, c'est trois choses bien distinctes. Mais l'idée, c'est que qu'est-ce qui arrive en fait aux personnes qui se retrouvent en perversion narcissique? Et là, c'est purement technique, et ça, on va l'évaluer dans l'atelier. Les personnes qui sont en situation de perversion narcissique et qui sont en situation majoritairement victime, parce qu'on n'est jamais totalement victime, hein, on passe également bourreau. Mais les personnes qui sont majoritairement dans le temps, je veux dire victimes, sont des personnes qui ont un fait plaisir très fort. Donc les messages contraignants, ça se mesure. Et si vous faites votre test de messages contraignants et que vos messages contraignants dépassent 25, vous êtes victime de relations toxiques. Mais l'idée, c'est qu'on va terminer justement pour savoir dans quelle situation vous êtes, parce que c'est seulement si vous savez où vous êtes que vous pourrez savoir comment vous en sortir. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si effectivement vous avez aussi un fait plaisir fort, là, techniquement, vous êtes dans la position de toxicité relationnelle et particulièrement de perversion narcissique, surtout si votre score dépasse 25. D'accord? 25 sur 40. Ce qui est énorme, hein, en fait, en vrai. Et donc, techniquement, rien que ça vous permet de savoir où vous en êtes. OK? Et quand je dis bourreau, je dis majoritairement bourreau. OK? Je dis vraiment majoritairement bourreau. Parce que le bourreau passe victime par moment, la victime passe bourreau par moment. Il faut bien comprendre quelque chose. Que les deux, les bourreaux et les victimes, ont absolument besoin d'exister aux yeux de quelqu'un, aux yeux des autres. Alors, le truc très courant, j'entends dire, ouais, mais je ne comprends pas, c'est un hypocrite parce qu'à la maison, c'est un diable et puis au bureau, il a plein d'amis, il faut voir comment il se fait bien voir, etc., etc. Alors, mesdames, messieurs, il ne se fait pas bien voir, il est bien vu, c'est tout. Tout simplement. Et ce n'est pas du tout de l'hypocrisie. C'est un fonctionnement. Parce que figurez-vous que nul n'est comment je vais dire ça? Nul n'est uniforme, nul n'est sphérique. Ça n'existe pas les personnes sphériques. Quelqu'un serait sphérique si quel que soit l'angle sous lequel on l'observe, il aurait la même forme. C'est comme une sphère. Quel que soit l'angle sous lequel un angle vous observez une sphère, elle ressemble toujours à la même chose. Mais les êtres humains ne sont pas comme ça. Vous changez de point de vue sur un être humain, d'un point de vue sur un rond, d'un autre point de vue sur un carré. Et d'un autre point de vue sur un triangle. Et la même personne, hein, d'accord? Et vous aussi. Et pourquoi, justement, est-ce que ces personnes se retrouvent dans ces situations-là? C'est précisément parce que leur dépression infantile précoce, la compulsion comportementale qu'elles ont à capter l'attention, à garder l'attention et à ne pas perdre l'attention n'est pas résolue. D'accord? Maintenant, encore une fois, il est plus facile d'être victime parce que essayez de demander à une victime de pervers narcissique de ne pas parler de son PN préféré. Vous allez voir, elle devient folle. Et d'ailleurs, elle se tait, elle n'a rien à dire. Mais faites l'exercice avec vous-même déjà, très clairement. Si vous estimez que votre patron c'est un PN, que votre ex, votre mari, votre belle-mère, tout ça, essayez de passer 3 jours sans en parler. Mais sans en parler du tout. Hein. J'ai dit sans en parler. J'ai pas dit, j'ai dit sans en parler. Et là, vous allez voir comment vous commencez à avoir des nœuds au cerveau. Là, vous allez comprendre en fait votre mal-être. Et puis, si vous y arrivez, faisons un challenge. Tu sais, il y a toujours des challenges sur Internet. Challenge, je ne parle pas de mon PN pendant 3 jours. C'est là qu'on voit qu'on alimente la dynamique à ce moment-là. Très clairement. Très clairement. Et pour le coup, on a toujours effectivement des personnes à qui on peut vider nos poubelles émotionnelles. Et on a tous des personnes qui ont cette tendance à vider leurs poubelles émotionnelles. Si quelqu'un ne vous parle pas de son PN, de quoi est-ce qu'elle vous parle?
De rien, parce que sa vie, du point de vue où elle regarde, sa vie n'a aucun sens. Sa vie ne vaut rien. Et comme il faut parler de quelque chose, on va parler de quelqu'un qui est donc le bourreau. D'accord? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, en fait, j'ai souvent vu des personnes dire que c'était aussi souvent des personnes qui n'avaient pas d'émotion. Alors, malheureusement, j'entends ça de la bouche de professionnels de la santé, de professionnels de l'accompagnement. Bon, les gens, il faut comprendre un truc. C'est pas mon avis que je vous donne. C'est comme ça que fonctionne un corps humain. Un corps humain, lorsqu'il est vivant, produit toujours, 24 heures sur 24, des émotions, que vous en soyez conscient ou pas. D'accord? Ce n'est pas parce que votre PN préféré ne vous montre pas ses émotions, ne vous montre pas les émotions que vous voulez voir qu'il n'en a pas. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas votre hyper-émotivité, c'est pas parce qu'il n'est pas aussi pleurnichant que vous qu'il n'en a pas. Et bien au contraire, en fait, en vrai, je vais vous dire, celui qui en a le plus, c'est le bourreau. D'accord? Biologiquement, celui qui en a le plus, c'est le bourreau. Je ne suis pas en train de vous demander votre avis, parce que je ne suis pas en train de vous donner mon avis. Je suis en train de vous expliquer comment fonctionne un corps humain et poser la question à n'importe qui connaît un corps humain. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, ces personnes-là, en vrai, tant qu'on n'a pas quitté cette posture victimaire, en fait, on ne peut pas résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on vous propose en fait sur Internet, ou ailleurs, même dans les cabinets malheureusement, de certains professionnels? On vous propose de fuir, ou encore on vous propose de contre-manipuler. Alors j'ai vu toute une série de vidéos sur YouTube. Ça, c'est vrai que c'est très fréquent. Manipulation. Mon Dieu, Utiliser les mêmes outils que l'autre, etc. Et tu sais ce que ça me rappelle, Estelle? Ça me L'ABC rappelle... du pervers narcissique, leçon 1. Complètement. On peut appeler ça comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, ça me rappelle une phrase de Nietzsche, je crois, qui dit « L'esclave ne rêve pas de liberté, il rêve d'avoir son propre esclave. » La victime de bourreau ne rêve pas de se libérer, elle rêve d'avoir sa propre victime. La preuve, on vous propose de contre-manipuler. Donc, si vous contre-manipulez, qu'est-ce que vous faites? Vous manipulez. Et donc, ça, ce qui prouve bien qu'en réalité, vous êtes vous aussi un manipulateur. Ce qu'on vous apprend à contre-manipuler. Vous êtes vous aussi un contre-manipulateur. Et qu'est-ce que vous allez chercher, en fait, dans cette contre-manipulation? Toujours l'attention de l'autre. Hein. Toujours l'attention de l'autre. Parce que s'il disparaît, vous mourrez. Hein. Très clairement. Essayez, vous allez voir. Ou à fuir peut-être un sentiment d'impuissance. Ou à fuir ce sentiment d'impuissance, oui, ce qui serait finalement le reconnaître. Parce qu'on ne peut fuir de quelque chose qui est là, en vrai. Et c'est peut-être justement parce que ce sentiment d'impuissance est mal vécu qu'on vous propose de le fuir et que tout le monde veut avoir le médicament pour fuir, en vrai. Donc, le problème, il est là. Et puis, on vous propose également de fuir la relation. Mais ça, je crois que ça je l'entends de moins en moins, hein, avec les années. Ça fait bien une dizaine ou une douzaine d'années que je m'occupe du sujet. Mais ça, je l'entends de moins en moins parce que je pense que les personnes se rendent compte que ça ne marche pas. De fuir la relation. Ça ne marche pas pour deux raisons, pour plein de raisons, mais particulièrement pour ces deux-là. C'est-à-dire que souvent, la personne qui est en victime se met en dépendance telle que même socialement, financièrement, elle ne peut pas. Et j'ai bien dit qu'elle se met en dépendance. La deuxième raison, c'est que, en fait, les personnes reviennent toujours. Il faut bien comprendre que on est en train de parler de blessures narcissiques. On est en train de parler de peur de mourir. On n'est pas en train de vous dire que c'est rationnel. Les êtres humains ne sont pas rationnels. Surtout pas les victimes de PN. Donc, on est en train de vous parler de peur de mourir. Et votre cerveau, en vrai, pour qu'il puisse vous maintenir en vie, il faut qu'il vous mette près de ce bourreau-là. Sachant que de toute évidence, même si vous quittez votre PN préféré, le lendemain, vous allez en trouver un autre, hein, si ce n'est pas le jour même. D'ailleurs, généralement, j'ai observé que les personnes qui quittent leur PN préféré, en fait, le quittent parce qu'elles en ont déjà trouvé un autre. Elles sont peut-être pas au courant, mais généralement, quand elles me racontent l'histoire, moi, je suis au courant. Et ça ne rate jamais.
C'est pas parce que je suis tellement excellent, même si je suis un excellent thérapeute, c'est simplement parce que j'ai lu le mode d'emploi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, l'idée, c'est ça. Du coup, finalement, qu'est-ce qu'on vous propose encore? On vous propose de tenir. On vous propose de prouver à l'autre que. Mais encore une fois, toutes les stratégies qu'on vous propose qui sont extérieures sont des stratégies qui vous, justement, proposent de conserver et de vous garantir l'attention de l'autre. Et donc de vous enfoncer dans votre pratique, oui, dans votre pratique, et dans votre posture victimaire, et finalement de vous enfoncer, de vous enliser dans cette relation qui n'aura jamais de fin. Et d'ailleurs, posez la question à vos professionnels, posez la question à vos coachs, posez la question à vos thérapeutes. Dites-leur, avec ta méthode, combien de personnes s'en sont sorties? Parce que si tu me poses la question à moi, Chabine, combien de personnes se sont sorties? 99,9%. Le 0,1% qui ne s'en sont pas sortis n'ont pas suivi mes recommandations. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Il y a des gens qui, tu leur dis de faire, mais ils ne font pas. D'accord? Et je vais justement vous donner, généralement, les personnes qui n'écoutent pas, c'est quoi l'idée? Dans quelle situation elles sont? Elles refusent. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que il m'est même arrivé d'avoir l'aveu finalement d'une accompagnée qui m'a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas quitter ma posture victimaire, je ne veux pas. En fait, je vous garantis. Mais j'ai trouvé aussi des choses qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a des personnes, surtout dans certaines familles, dans certaines cultures, aussi dans certains pays, mais je l'ai observé en fait malgré tout sur tous les continents sur lesquels je travaille, c'est-à-dire 4 sur 5. Vous avez en fait des personnes qui sont dans des contextes familiaux extrêmement étouffants. Okay? Sauf que ces contextes familiaux-là, les personnes ne se sentent pas la légitimité, ni même l'autorisation, d'ailleurs elles ne l'ont pas, hein, d'être créatif, j'ai envie de dire, de sortir des dictats de la famille. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller se trouver un PN qui va leur rendre le service de les éloigner, justement, de leur famille. Je vous garantis que ça, je l'ai vu beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que ces personnes se servent, justement, de cette situation pour s'éloigner et pour ne pas être le méchant. Parce que c'est lui qui m'oblige à « je ne peux pas venir voir maman parce que mon PN m'empêche de venir voir maman ». Mais à l'intérieur de moi, je ne supporte pas maman. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'en ai assez de ce dictat, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que j'en ai assez de ces repas de famille? Qu'est-ce que j'en ai assez de tonton Roger qui me fait chier? Qu'est-ce que j'en ai assez de maman qui me rabâche les mêmes trucs? Qu'est-ce que j'en ai assez de papa qui joue son vieux con à chaque fois et qui m'empêche de faire ce que je veux? Qu'est-ce que j'en ai assez? Mais sauf que ça ne se fait pas parce que tu vas aller en enfer, enfin. On ne se met pas en colère contre les parents. Faut pas faire ça, hein. Ne vous mettez pas en colère contre vos parents. Bon. Sinon, vous irez en enfer. Et donc, du coup, pour justement éviter et d'aller en enfer et de vous mettre en colère contre vos parents, la meilleure stratégie, c'est trouvez-vous un PN qui va vous éloigner de vos parents, mais ce ne sera pas votre faute. Ah non, c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de pas venir, donc je peux pas venir, excuse-moi. Mais je souffre, regarde comme je souffre, tu vois. Tu vois l'idée? C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement fréquent. Alors, le problème, c'est que si vous continuez, comme je vous ai dit, à faire ce genre de stratégie, à dire « c'est moi la gentille victime, c'est lui le méchant bourreau », ok, vous serez jamais heureux dans la vie. Ça, c'est pas, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Mais en plus, vous risquez certains désordres, j'ai envie de dire biochimiques. Vous risquez certains malaises et maladies. Vous risquez certaines, enfin, il y a des choses qui sont pas cool, hein, des syndromes inflammatoires, des syndromes bactériologiques, des soucis avec votre système, comment on appelle ça, antioxydant, des choses comme ça, des trucs comme ça qui, genre, je sais pas, il y a des parties du corps qui s'en vont comme ça, genre arthrose ou des trucs comme ça. Bref.
Et bien évidemment, vos médecins vous disent, mais écoute, non, je sais, il n'y a pas de, c'est essentiel, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiologie particulière. Tout va bien, mais tu as mal. Ou bien, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais on ne sait pas pourquoi ça ne va pas bien. Donc voilà. Tu peux manger bio, sans gluten, sans lactose, machin, keto, machin, vegan, tout ce que tu veux. Mais malgré tout, ta vie en chien. Parce qu'en fait, en vrai, ta vie n'a rien à voir avec ce que tu manges, mais l'intention que tu as quand tu manges. OK? Donc, ça, c'est le truc. Ça, c'est ce que vous risquez, en vrai. Ça, c'est ce que vous risquez. Alors, du coup, et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, si vous arrivez à quitter votre PN préféré, vous allez en trouver un autre. Oui. Oui, pardon. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de cas concrets pour aider toutes les personnes qui nous regardent à identifier une relation, alors que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle, mais comment est-ce qu'on identifie? Parce que bon, on a tous des problèmes relationnels, mais c'est quoi le principe? Comment on reconnaît une relation où il y a donc ces blessures narcissiques, où on est dans un cas de perversion narcissique? C'est quoi les signes majeurs qu'on rencontre? Alors, les signes majeurs, très souvent, c'est... alors, il faut les prendre en cumulé, parce que si on prend un seul signe, il ne veut pas forcément dire grand-chose. Souvent, les personnes en situation de perversion narcissique, victimes ou bourreaux, entretiennent une communication qui est floue. D'ailleurs, je crois que c'est en PNL qu'on va même parler de communication contradictoire. Ce sont des personnes qui changent fréquemment d'opinion. Bien évidemment, c'est des personnes qui ont tendance à fabuler, qui racontent des mensonges. Mais non, mais tu m'as dit ça. Mais non, tu m'as dit le contraire. Mais non, c'est ça que je t'ai dit. Mais je t'ai... Vous avez compris? C'est des personnes qui souvent éprouvent de la jalousie, qui sont incapables d'avouer leur tort ou d'assumer la responsabilité de leurs actes. Et encore une fois, je le vois beaucoup plus chez les victimes que chez les bourreaux, mais beaucoup plus. Cette façon que les personnes sont incapables de s'avouer leur responsabilité finalement, d'assumer la responsabilité de leurs actes. Souvent, elles sont incapables de reconnaître les besoins et les sentiments d'autrui. Va demander à une victime de perversion narcissique de reconnaître les besoins de son bourreau. Vas-y, je te regarde. Alors, bien évidemment, c'est facile de dire ça du bourreau. Mais regarde de l'autre côté aussi, je te regarde, comme je dis. Et puis souvent, c'est des personnes qui sont en quête de reconnaissance, bien évidemment. Enfin, comme on l'a dit, il y a une frénésie de reconnaissance et même de succès, d'accord? Et alors, bien évidemment, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui présentent plusieurs visages, mais de façon très prégnante, très contrastée, et ça peut même être très rapide. C'est-à-dire que tu peux être dans un événement, par exemple, familial ou social, et tu as une situation tout à fait cordiale, machin, hein, tu rentres dans la voiture, c'est déjà l'enfer. Et alors ça, tu le vois chez la victime et le bourreau? Oui. D'accord. Oui, très clairement. Très clairement. On parle souvent de manque d'empathie chez le bourreau. Est-ce que ça, pour toi, c'est aussi quelque chose qui est partagé? Oui, la grosse bullshit. Oh mon Dieu. La grosse bullshit. Alors déjà, les gens qui disent ça ne savent pas ce qu'est l'empathie, mais apparemment 9 personnes sur 10 n'ont pas compris ce qu'est l'empathie, donc tout va bien. Mais en vrai, non. Il y a surtout une sympathie extrêmement forte, en vrai. Mais extrêmement forte. Je prends un exemple. Si quelqu'un prend plaisir, en fait, à faire souffrir quelqu'un, on ne peut pas dire que cette personne manque d'empathie. Puisque mon plaisir, c'est de te faire souffrir. Donc, tu ne peux pas dire que je manque peut-être de mansuétude, je manque peut-être de tout ce que tu veux, mais je ne manque pas d'empathie. Alors, surtout pas de sympathie, en vrai. Mais surtout pas. Il n'y a pas d'empathie. Il y a de la sympathie très forte dans la perversion narcissique, mais l'empathie n'est pas la question, en fait. Parce que justement, la personne qui d'ailleurs manque le plus d'empathie, c'est la victime. Parce que la victime ne comprend pas. Avoir de l'empathie, c'est ça, hein, comprendre le fonctionnement de l'autre. Si les victimes avaient de l'empathie, je pense qu'elles auraient déjà fait la moitié du chemin pour s'en sortir, voire en plus. Vous êtes juste sur deux faces différentes de la même pièce. D'accord ? Donc, la sympathie, elle est constante en matière de perversion narcissique. Et puis, il y a aussi cette façon de passer de tristesse à colère très, très rapidement.
Lorsque les personnes sont contrariées, elles passent de tristesse à colère très rapidement. Même si souvent la victime va faire la tristesse devant son bourreau et va faire la colère devant les copines ou les amis ou le psy à qui elle va raconter ses histoires. D'accord? Mais c'est le même principe. C'est le même principe qui est pas exprimé tout à fait de la même manière. C'est l'autre face de la médaille, c'est ça. Ok. Complètement. Le but est de reconnaître ce jeu de miroir. Absolument. Et souvent, l'un et l'autre ne sont pas conscients du tort qu'ils provoquent à l'autre, en vrai. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une conscience là-dedans? Des actes, des paroles? Aucune. Des comportements? Aucune. Parce qu'il y a un enfermement tel, il y a une étroitesse d'esprit qui est « je suis le gentil, il est le méchant ». Alors, je dis « il » parce qu'effectivement, statistiquement, il y a plus d'hommes qui sont concernés. Dans la posture bourreau, j'entends. Après, c'est normal, hein, vu la civilisation. On vit dans une civilisation hautement prométhéenne. Donc forcément, les hommes sont peut-être plus concernés par la posture bourreau, et donc les femmes plus concernées par la posture victime, si bien qu'il n'y a pas plus de femmes PN que d'hommes PN, puisque s'il y a un bourreau, il y a une victime. Voilà, tout simplement. Donc, et quand on abandonne la posture de victime, eh bien, le bourreau disparaît de notre vie. Complètement. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire que non seulement l'un et l'autre ne mesurent pas l'influence qu'il a sur l'autre, l'un ne mesure pas l'influence qu'il a sur l'autre, mais l'un ne mesure pas non plus l'influence que l'autre a sur lui, en vrai. Souvent, il ne le mesure pas du tout. Hein. Et surtout, il est, j'ai envie de te dire, hors de question de l'entendre. C'est vrai que souvent, les personnes qui sont dans la posture victime ont tendance à culpabiliser, et c'est d'ailleurs ça, le socle, en vrai. C'est le socle de la victimisation. Mesdames, messieurs, si vous ne vous débarrassez pas de votre culpabilité, jamais, J-A-M-A-S-A-I-S, never, N-E-V-E-R, jamais vous ne sortirez de la toxicité relationnelle. Jamais. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un sécher dans une piscine. Jamais. Jamais. Okay? L'idée, c'est vraiment ça. Les personnes ressentent... Toujours des bonnes images. Oui, j'aime bien. En plus, la piscine, j'en reviens, c'est pour ça. Les personnes, effectivement, ressentent de la culpabilité, se sentent dévalorisées. Et en fait, ce sont des personnes qui reçoivent beaucoup de critiques. Alors, je vais évoquer un élément fondamental. Les personnes qui, effectivement, sont victimes reçoivent beaucoup de critiques. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'on s'habitue à un comportement, surtout quand c'est un comportement qui est intense émotionnellement, le système nerveux va y associer une décharge dopaminergique. Dit en français courant, les victimes deviennent accros à la critique qu'elles reçoivent. Tout comme les femmes battues ou les hommes battus sont accros à la violence physique qu'elles reçoivent, les personnes sont accros à la violence verbale, à la violence psychologique. Elles sont accros à ça. Et là où, en fait, on l'observe très bien, c'est que essayer de faire un compliment à une victime, essayer de faire un cadeau à une victime, genre le cadeau gratuit. Hein. J'ai vu des gens faire des crises d'angoisse. Vraiment, j'ai vu des gens faire des crises d'angoisse parce qu'elles recevaient des marques d'affection qui étaient inconditionnées et qui étaient très intenses. La marque d'affection inconditionnée, c'est quand quelqu'un vous donne une affection sans qu'elle vous n'ait rien fait pour ça. Elle vous dit « Ah, tu es jolie » ou elle fait un cadeau, elle vous rend un service. Mais un truc énorme, hein, mais sans que vous n'ayez rien fait pour ça. J'ai vu des gens faire des crises d'angoisse là-dessus. J'en ai failli perdre une, hein, mais vraiment la vraie crise d'angoisse. Hein, le truc de fou qui, genre, tu termines aux urgences. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une marque d'affection trop importante et trop intense et gratuite. J'ai pas compris. Okay. Alors, elles sont pas toujours gratuites. Hein. Il y a donner et donner. Il y a vraiment différents types d'énergie oui. à travers la manière d'être généreux. Pour en avoir vécu différentes, je peux témoigner. Évidemment, non mais évidemment. Mais quand je parle de personnes qui reçoivent l'affection, je dis que la victime reçoit de l'affection, une marque d'affection, pas de son bourreau, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est en dehors du schéma. C'est des personnes, et d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les personnes qui ont un fait plaisir fort. Ces personnes ont du mal à dire non, à entendre non, à recevoir un compliment, à recevoir un cadeau. Elles ont beaucoup de mal avec ça.
Et ça, c'est extrêmement important. Il y a une dépendance neurochimique à la critique. Il y a une dépendance. Et c'est pour ça que, en fait, lorsque ces personnes, je l'ai vu chez des personnes chez toutes les personnes d'ailleurs, qui ont quitté la relation, en fait, elles parlent tout le temps. Elles ont quitté, genre, j'ai eu un cas récemment, en plus une thérapeute, tu imagines. Ça fait 15 ans, 13 ans qu'elle est séparée de son PN préféré, avec qui elle n'a ni maison, ni enfant, ni bien, ni rien. Alors déjà, quand elle en parle, j'ai l'impression que ça date d'hier, mais bien évidemment, elle parle de toutes les critiques, de tout ce qu'elle a reçu, en fait, de cette personne-là. 13 années. Tu imagines? 13 années. Là, c'est vraiment alimenter le corps de souffrance, quoi. Ah, complètement, mais complètement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une addiction, en fait, à cette douleur-là. Il y a une vraie addiction. C'est un masochisme. Bénédicte Anne dirait que c'est un masochisme érotisé. Ça va jusqu'à... Mais c'est inconscient, bien évidemment, parce que voilà, le travail de l'accompagnement, c'est justement de ramener ça à la conscience pour pouvoir se libérer de cette dépendance. Puisqu'on peut inverser la neurochimie grâce à tes outils, Roméo. Il y a ta grande expérience. Bien sûr, on peut tout inverser dans un corps humain. On peut tout changer. Oui. La plasticité cérébrale, la plasticité neurologique le permet. Et ça, c'est super de le préciser. J'aimerais appuyer là-dessus parce que j'ai déjà vu dans mon entourage des personnes qui, avec une certaine fatalité, se sont dit « Non, mais il y a ça depuis que je suis jeune, personne pourra me le faire partir. Personne, j'ai toujours vécu comme ça changera pas à cause de l'aide de quelqu'un. Mais si, entendez bien ça, c'est possible. » Et tu sais ce qu'il y a derrière, de toute façon, ça ne marchera pas. Justement, ce besoin d'être exceptionnel et donc ce besoin d'attention. Mais non, mais ça ne marchera pas avec moi. Mon cas est trop particulier, ça ne marchera pas. Ça a marché avec tout le monde, mais pas avec moi. Je suis trop exceptionnel en fait. Parce que sinon, je suis juste une boîte de petits pois dans une rangée. Hein. Je suis juste une personne jean t-shirt, comme je dis. Je suis juste une personne casual, quoi. Non, mais je ne supporte pas d'être quelqu'un comme un autre. Il faut que je sois exceptionnel. La façon que j'ai trouvé d'être exceptionnel, c'est dans ma souffrance. Donc voilà. Dans ma Tant douleur. que ça prend plus de place que le bénéfice, que la prise de conscience du bénéfice d'en guérir, ça va être entretenu, quoi. Très clairement. Très clairement. Et d'ailleurs, tu sais, ce côté un peu exceptionnel, et c'est là où le fait plaisir et le soi parfait se rejoignent en vrai, c'est que souvent les victimes se sentent, sont en hypervigilance parce qu'elles sentent qu'elles doivent faire attention à tout ce qu'elles disent pour ne pas contrarier l'autre, pour ne pas se prendre un back charge. Donc, je fais attention, mais bien sûr, j'en prends une parce que justement, je fais attention, c'est comme je tire sur l'élastique. Et quand je lâche, ça me fait mal. Et en fait, justement, je me prends ce back charge. En disant, oui, mais attends, je fais attention à tout ce que je dis. J'ai bien mis le truc exactement comme il veut, machin. Je suis un esclave de compétition. Et malgré tout, il a trouvé un moyen de me donner une critique. Ce qui est bien, c'est que Roméo, il apporte toujours beaucoup d'humour au sujet qu'on aborde. Donc ça, c'est vraiment important. Et très clairement, encore une fois, je redis aux personnes, demandez à vos thérapeutes si leur méthode a déjà fait qu'un jour, l'accompagné dise « mais en fait, c'est lui qui part. C'est l'autre qui est parti. » Je reçois des appels comme ça et ça me fait toujours très plaisir parce qu'il y a toujours une très forte émotion. Mais dis, mais Roméo, déjà, je n'y croyais pas. Je n'ai pas osé mettre en doute ton propos parce que j'ai bien senti qu'il était souvent c'est des médecins, des pharmaciens, enfin des personnes avec des cultures scientifiques très importantes qui me disent mais je sens bien effectivement le bien fondé de ce que tu racontes, mais de ce que je vis, mais je me dis mais non, mais ça n'arrivera pas. Et puis un jour lui il est parti. Il m'a dit et très souvent c'est ça, hein, non tu ne vas pas me chasser, c'est moi qui pars. Et ça, on l'entend de tout, hein. D'hommes, de femmes, de supérieurs, de subalternes, de tout ce que tu veux. C'est moi qui parle. C'est moi qui, tu sais, grand Seigneur, je te donne ta liberté. Tu me la dois. Hein. Je te donne ta liberté. C'est moi qui parle.
Ouais, d'accord. Mais demandez à vos professionnels si leur méthode fait ça. Demandez aux personnes qui vous apprennent à contre-manipuler si le bourreau lui sera. Demandez-lui. Demandez-leur. Demandez-leur combien de personnes. Moi, il y a des centaines, des dizaines de milliers, pas des centaines, mais des dizaines de milliers. On a dépassé la dizaine de milliers. Mais posez-leur la question. Posez-leur la question. Et justement, ce que je vous promets, c'est que précisément, non seulement votre PN préféré va partir, va disparaître, ou vous allez le quitter, vous allez vous en éloigner, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais en plus, personne ne va le remplacer. Comme par hasard, vous aurez des relations saines. Et ça, pour le coup, et c'est d'ailleurs pour ça que ça demande un accompagnement. Parce qu'encore une fois, restons toujours dans la neurologie. Lorsque j'ai l'habitude de me prendre des coups, et que j'ai survécu, en fait, à mes coups, mon corps va très, très mal supporter les caresses. Mais très, très mal. Parce que je connais la violence, je sais dealer avec ça. Prends l'exemple d'une femme ou d'un homme battu. J'ai eu des hommes battus aussi. Le mec, il est couvert de bleu, mais il est vivant. Et son système nerveux dit, ben, ça fonctionne. Tu es vivant. Le système nerveux a un seul objectif, la survie biologique. Que vous soyez heureux, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez amoureux. Mais il n'en a rien à faire. C'est pas son job. Son job, c'est que vous soyez vivant. Et il vaut mieux que vous soyez vivant en prenant des coups, que vous soyez mort, heureuse, amoureuse ou amoureux, comme vous voulez. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez vivant. Okay? Le reste, ça vous regarde. Mais la survie biologique, ça ne regarde que lui. D'accord? En tout cas, il ne veut que ça. Et ça fait X temps que tu prends des claques, verbales, physiques ou psychologiques. Ça fait X temps. Mais attends, si tu es vivant aujourd'hui, pour que tu sois vivant aujourd'hui, il faut que aujourd'hui ressemble à hier. Hier, tu as pris une claque. Donc, il faut que tu prennes ta claque aujourd'hui. Mais en plus de ça, attends, c'est pas fini. Il faut que tu sois vivant demain. Mais alors, comment tu fais pour être vivant demain? Ben, il faut que tu fasses demain comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ta claque demain. Donc, arrange-toi pour prendre ta claque. Donc, tu auras beau faire attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, tu vas faire quelque chose qui mérite une claque et tu auras la claque. D'accord? Et l'idée, c'est pour ça que c'est un changement profond de personnalité. Il faut changer la structure neuronale, la composition neurochimique et le fonctionnement neuronal. Sinon, vous ne vous en sortez jamais. 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 C'est clair, hein? Et l'idée, c'est vraiment ça. Par contre, une fois que vous faites ça, ben là, l'idée, c'est que là, pour le coup, vous êtes complètement imperméable. C'est-à-dire que même les personnes qui peuvent avoir dans leur cercle familial, dans leur cercle professionnel, dans leur cercle, que sais-je encore, des relations toxiques, ne sera jamais en toxicité avec vous. Et vous allez vous retrouver, vous vous souvenez, vous étiez dans le truc, mais quand il est à la maison, c'est un diable, c'est l'enfer, mais quand il est à son bureau, tout le monde l'adore. Ben, vous allez vous retrouver, vous, dans la situation où vous allez être avec quelqu'un qui va être adorable, mais il va être adorable avec vous, et il va être un cerbère, un chétan avec ses bourreaux. Vous aurez juste changé de camp. Alors, c'est bien. Moi, j'aime bien. Après, bon, c'est bien de prendre quelques claques de temps en temps, c'est pas mal. Mais c'est bien aussi de se retrouver dans des situations saines. Et en plus, même auprès de personnes qui sont en capacité d'exercer une violence énorme. Et vous allez vous en rendre compte. Et ça, c'est garanti. Alors, Roméo, j'ai quelques questions, si tu es prêt. Je suis prêt. Sylvie demande, donc elle parle des victimes, ces personnes ne veulent pas s'en sortir parce qu'elles ont une émotion à vivre et à extérioriser, c'est ça? Ces personnes ne veulent pas s'en sortir parce qu'elles sont addictes à leur blessure narcissique. Les personnes ne s'en sortent pas et ne veulent pas s'en sortir parce qu'elles sont accros à leur posture victimaire. Elles sont accros à leur blessure narcissique. Leur dit que si tu es la gentille victime, tu as droit à l'attention de maman et papa et toutes les personnes sur qui tu les as projetées, tu les as transférées, comme on dit en psychologie. Mais du coup, pour que tu sois la gentille victime, il faut absolument qu'il y ait un méchant bourreau. Parce que si tu n'as pas de méchant bourreau, comment j'ai la preuve que tu es une gentille victime? S'il n'y a pas de méchant, il est où le gentil? Comment est-ce que tu arrives à me prouver que tu es un gentil?
si tu n'es pas victime de méchants. Donc c'est ça l'addiction en fait. Alors évidemment, il y a des émotions à extérioriser. Ces émotions à extérioriser sont les émotions que l'on n'a pas extériorisées devant les autorités de tutelle. Souvent les autorités parentales, les autorités éducatives, mais c'est souvent les autorités parentales. Je suis, mais alors, atterré, malheureux de voir comment certains, et dont certains de mes amis d'ailleurs, se retrouvent dans des situations mais inextricables, mais c'est des trucs, mais c'est fou. Et en plus, bien évidemment, elles ne veulent pas entendre. Et quand je vois le schéma éducatif qui est en face, je me dis, mais c'est inévitable. C'est inévitable. Si seulement les parents savaient, si seulement ils avaient conscience de ça, c'est inévitable. Mais vraiment, tu veux faire une gentille petite fille, bah tu feras une gentille petite esclave. Simplement. Tu veux une fille obéissante, bah elle va obéir. Ah, pour le coup, elle va obéir. Hein. Très clairement, elle va obéir. Merci, Roméo. Ensuite, question de Willia. Mais si elle présente plusieurs visages, donc là on fait référence à, alors on met une étiquette, hein, mais vous avez bien compris que tout ça est très relatif, le bourreau. Ouais. Si elle présente plusieurs visages, comment peuvent-elles être des personnes dites normales avec certaines et affreuses avec d'autres, puisque les personnes pour qui cette ou ce pervers est normal, elle ne peut pas donc avoir deux visages. Bon, il y a quelques. J'ai compris la question. J'ai compris la question. Alors déjà, en plus, la réponse est dans la question. Tu vois, elle dit, si elle présente plusieurs visages, comment peuvent-elles être des personnes dites normales avec certaines et affreuses avec d'autres? C'est le principe même d'avoir plusieurs visages. Et bon, bref. Déjà, ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, tu sais, je vais prendre l'analogie que j'aime beaucoup, tu sais, les bulles de savon. Tu sais, les enfants jouent avec, dans les fêtes foraines, tout ça. On leur donne des trucs avec des savons, du savon, ils soufflent dans les bulles. Il souffle et ça fait des bulles de savon. Ok? Quand une bulle de savon, c'est rond. D'accord? Donc, quand deux bulles de savon, en fait, ça colle, elles ne sont plus rondes, hein, les bulles. Ni l'une ni l'autre n'est ronde. Il se crée une surface plane entre les deux bulles. D'accord? Et cette surface plane, elle est propre à chacune des bulles. Elle est commune, je veux dire, à chacune des bulles. D'accord? Et les êtres humains, c'est pareil. Lorsque j'entre en résonance, je rencontre quelqu'un, tout simplement. Je rencontre quelqu'un, la chose qu'il y a entre elle et moi, finalement, est commune, ce que je perçois de l'autre est commun à l'autre et à moi. C'est pour ça que si je suis victime, je suis bourreau. Si je suis bourreau, je suis victime. Tu as compris. Mais l'idée, c'est quoi? Imagine que ton mari soit un méchant PN à la maison. D'accord? Moi, ma blessure narcissique, je l'ai déjà guérie. Je l'ai largement dépassé. J'ai dépassé ces puérilités, ces bêtises de bien, de mal, de bon, de méchant. Je revendique de faire partie du camp du mal. Comme ça, je fais la guerre à personne. Ok? Donc, je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Et en fait, mon énergie est tellement haute et tellement stable qu'en fait, je ne peux entrer en résonance même avec ton méchant PN de mari qu'avec ce qu'il a de justement, j'ai envie de dire, de commun avec lui et avec moi. Ok? Donc, si chez moi, ce qu'il y a, c'est de l'estime de soi, il ne pourra pas, en fait, il va pas penser à me dévaloriser. C'est-à-dire que son système ne va pas se sentir autorisé à le faire. Il ne va même pas y penser. Et on aura des relations extrêmement saines. D'accord? Mais comme toi, quand il arrive, en fait, à la maison, il va raisonner aussi avec toi. C'est-à-dire que, imagine 3 bulles qui s'accolent. OK? Tu as une bulle qui s'accole à droite, une bulle qui s'accole à gauche. Donc, ce que je vois de la gauche, toi, tu ne le vois pas. Ce que tu vois de la droite, ce que je vois de la gauche, toi, tu ne le vois pas. Ce que tu vois de la droite, moi, je ne le vois pas. Tu vois l'idée? C'est ça le truc. C'est précisément comme ça que ça fonctionne. C'est précisément parce qu'en plus, alors, tous les êtres humains, on l'a dit, ont plusieurs facettes. Hein. On est d'accord? Justement, c'est le conditionnement, l'esclavage mental dont parle Bob Marley, qui nous fait désirer être des personnes sphériques. Moi, je suis comme ça. Je suis toujours comme ça. Moi, je suis comme ça. Ce qui, en fait, revient de l'hypocrisie. Hein. OK? On est d'accord. C'est pareil. Parce que je suis toujours comme ça. Je suis sphérique. Donc, je suis hypocrite. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment ça.
Et donc, les personnes, justement, ce qui fait que ces personnes peuvent avoir des relations totalement saines avec des personnes qui ne peuvent avoir que des relations saines. C'est bien ce que je vous explique. Et à la fin de cet atelier, vous ne pourrez avoir que des relations saines. Et c'est pour ça que le gars en face, s'il a absolument besoin de relations malsaines, il va foutre le camp. Ou il va vous foutre à la porte. Et vous allez trouver en plus le moyen de rebondir, hein, ça c'est clair. Tout est bien fait. Hein. Le mec qui est là-haut, il a bien pensé les choses. Mais c'est bien ce qui va se passer. En fait, c'est bien ce qui va se passer. Il ne peut plus entrer en résonance avec vous, puisque vous n'êtes plus sur l'image, sur l'énergie de la victime, donc il peut plus être sur l'énergie du bourreau, tout simplement. Tout comme c'est déjà le cas. Si à la maison il y a une victime, s'il y a une serpillière, bah je m'essuie les pieds dessus. Mais si au bureau il y a que des dorures, il y a que des trucs, on ne s'essuie pas les pieds sur des dorures. Hein. Bon, on s'essuie les pieds sur des serpillères. Okay. Claire? Alors, dans le cas, par exemple, d'un patron qui aurait le même comportement avec tous ses employés, est-ce que ça signifierait, et que, admettons, tous les employés se plaignent de la même chose, hein, est-ce que ça signifierait que toutes les personnes qu'il embauche ont cette même blessure? Enfin, comment tu expliquerais ça? Évidemment. C'est le classique, enfin, c'est ce qu'il y a de plus facile finalement. Parce que déjà, quand on est quand on fait groupe, en fait, on est forcément dans la même énergie. Hein. Forcément. Si on se retrouve à bosser dans la même boîte, vous imaginez bosser dans la même boîte. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles respectives. On est forcément en résonance. On a forcément créé un égrégore. On ne travaille pas impunément dans une entreprise ou dans un service. C'est juste pas possible. On est forcément tous en résonance. Et donc, s'il faut que tout le monde soit victime, enfin, c'est le cas le plus classique, en fait, en vrai. C'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, en fait. Et donc, justement, si vous voulez justement éviter de vous retrouver dans des boîtes ou dans des services où vous êtes victime d'un méchant bourreau, bah, déjà, vous ne pourrez pas, justement. Ça me permet de rebondir sur un truc. Tu sais, quand on fait ce travail-là, ce que je dis aux gens, il y a un seul prix à payer. Il n'y en a pas deux. Hein. Même la consultation, l'accompagnement, c'est même pas un prix que tu payes. Mais le prix que tu voudras payer, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que les personnes avec qui tu es en résonance dans ta posture victimaire, elles ne voudront pas forcément de toi quand tu seras devenu une personne responsable. Parce que ou tu es victime ou tu es responsable. Tu peux faire les deux à la fois. Tu peux pas être mouillé et sec à la fois. D'accord Donc, si tu es responsable, tout d'un coup, tu fais un accompagnement neuro-émotionnel, tu as rencontré Roméo Cournal et tout d'un coup, tu commences à guérir ta blessure narcissique et tu commences en fait à dépasser, à désamorcer ta dépression infantile précoce, tu commences à devenir imperméable au pervers narcissique, tu deviens imperméable au bourreau, tu deviens imperméable aux victimes. Sauf que tu te retrouves responsable dans un groupe de victimes. Tu vas forcément te faire dégager. Et c'est là que moi, je vais dire, yallah, ça y est, ça marche. Et toi, tu auras l'impression que ta vie s'écroule parce que on est en train de te virer de ton boulot. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu ne peux pas demeurer tu ne peux pas être joyeux parmi des dépressifs. Tu ne peux pas être responsable parmi des victimes. C'est une question d'épigénétique. C'est pas mon avis sur la question. C'est l'épigénétique. Il faut poser la question au chef, au patron qui a fait, à la nature finalement, qui a fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Encore une question. Alors, notre rencontre touche à sa fin, hein, donc n'hésite pas, Roméo, si tu as des dernières choses à nous transmettre. Et oui, ça passe toujours très vite avec toi. Alors, nouvelle question. Et par rapport à ce que tu viens de dire, le schéma de perversion narcissique est-il le même selon les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, familiales? C'est une belle question. Le schéma est-il le même selon? Oui, selon le type de relation. Ah, bien sûr. C'est le même fonctionnement? Oui, évidemment. Après, forcément, quand on est dans une relation, l'extérieur va prendre une forme différente. Mais c'est le même principe. C'est le même mécanisme qu'il y a en dessous. C'est toujours la même façon que la victime aura d'aller chercher
la violence finalement et donc d'aller chercher l'attention. J'ai eu un cas récemment, effectivement. Cette personne, en fait, quand elle raconte, c'était une glitch. Je corrigeais la glitch, la grille de lecture des instructions traumatiques subconscientes d'une étudiante. Et en fait, on se rendait bien compte. Et d'ailleurs, la cliente elle-même le disait que elle a un conflit finalement naissant avec son compagnon. Le mec qui fait son homme de base et surtout le mec qui n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, pour ne pas exploser, il s'en va. Il dit, bon, bah, écoute, je vais faire un tour parce que tu commences à me prendre la tête. Mais la nana, elle va chercher le gars, elle l'attrape. Hein. Non, il faut qu'on parle. Et évidemment, elle se fait violenter. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Elle va aller chercher. Non, ne m'enlève pas ton attention, s'il te plaît. Reste là. Fous-moi une claque s'il le faut, mais ne pars pas. Puis quoi encore? Parce que si tu pars déjà, ça veut dire que tu ne me regardes pas. Mais en plus, tu pars, tu vas te calmer, tu vas rentrer avec de super bonnes intentions, tu seras calme, tu n'auras plus envie de me prendre la tête. Mais comment est-ce que je peux savoir que je compte pour toi si tu ne me prends pas la tête? Tu sais, c'est les gens qui disent, mais s'il n'est pas jaloux, est-ce qu'il tient à moi? C'est un bon exemple, ça. C'est très fréquent. Mais c'est très fréquent. Mais même dans les, je l'ai vu aussi dans la sphère professionnelle, où des personnes finalement vivaient mal le fait d'avoir une promotion, comme tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont une promotion, ben moi aussi je l'ai eu. Ah ouais, mais comment ça se fait? Ouais, machin, il fait pas. Elles se sentent déconsidérées parce qu'elles ne sont pas exceptionnelles. On est 3 à avoir eu la promotion dans le service. Si j'étais seul, au moins à l'avoir eu, ça irait. Mais si j'étais le seul à ne pas l'avoir cette promotion, alors que tout le monde l'a, là aussi ça irait. Mais là, j'ai une promotion comme d'autres, comme les autres. Elle est où mon attention dans l'histoire? Tu vois l'idée? Mais le fonctionnement, si tu veux, est le même, la mécanique est la même. Les formes que ça prend, alors ça peut prendre des formes très, très, très créatives. Est-ce qu'on parle là des profils qui sont du type à dire je rentre dans une entreprise, il faut que je devienne indispensable, irremplaçable, oui. Indispensable? Mais même dans des relations, dans des groupes d'amis, dans des couples, si je me dis il faut que je dois devenir indispensable, ça veut dire que je me crois pas indispensable. Et qu'en plus, je le vis mal. Si je veux être indispensable, si je veux paraître indispensable aux yeux de quelqu'un, ça veut dire que je sais que je ne le suis pas. Mais en plus, je le vis mal. Mais parce que si je me dis, bon, écoute, je suis pas indispensable et je suis très heureux comme ça, donc j'ai pas besoin que l'autre sache que je suis indispensable. Puisque moi, je suis d'accord avec le fait que je ne le sois pas. Donc, tout va bien. Mais à l'inverse aussi, si je suis OK avec le fait de ne pas compter, bah écoute, moins on me voit, mieux ça va. J'ai pas besoin d'être indispensable. Mais si je sais aussi, parce que je peux me croire indispensable, de par mon niveau d'expertise, de par ma virtuosité, je sais que je suis le meilleur dans la boîte. Donc, de toute façon, je suis le meilleur commercial. Je fais 70% du chiffre. Donc oui, je suis indispensable, mais j'ai pas besoin que tu le saches. Puisque moi, je le sais déjà. Et j'ai déjà le salaire qui va avec. Merci. Tu vois l'idée? Bien, en tout cas, Guylaine nous témoignait qu'elle est, pour avoir été victime bourreau toute sa vie, aujourd'hui, elle est heureuse d'être responsable aujourd'hui. Elle dit le chemin est magnifique. C'est tellement clair pour moi ce que tu dis aujourd'hui, Roméo. Oui. Oui, je vois effectivement Guylaine. Effectivement, on a fait un super beau boulot avec Guylaine, c'était génial. Je m'en souviens moi-même. Il y a des accompagnements qui manquent plus que d'autres et effectivement, on avait fait un super boulot. On a fait un super boulot avec Guylaine, vraiment. La toxicité relationnelle est à son paroxysme précisément pendant les fêtes de fin d'année. Donc, même si vous ne savez pas quel cadeau vous allez acheter à votre petit-neveu, offrez-vous ça et vous lui offrirez un cadeau. C'est-à-dire que se libérer, le meilleur cadeau que vous puissiez faire aux gens que vous prétendez aimer, c'est précisément de vous libérer de cet esclavage mental. Si vous aimez, si vous prétendez aimer qui que ce soit, parents, amis, alliés, collègues, justement, cet amour que vous donnez ne peut être transmis que par débordement. L'amour ne peut se transmettre que par débordement.
Sinon, c'est de la perversion. Joli mot de la fin, Roméo. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et toutes celles qui nous regarderont en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre à info@suneva.ca et à visiter également le site de romeocournal.com, tout attaché. Bien, je vais vous quitter vu que ça continue à figer. En tout cas, le chat, voilà, je vous dis au revoir, je vous vois sur le chat. Merci. À la prochaine. Au revoir.